Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus, si nombreux. On va commencer dans un premier temps par présenter les courses qu'on a faites, ce pourquoi on est là, et puis ensuite essayer d'aborder des thèmes qui sont liés à ce genre d'épreuve. L'Ironman d'Hawaï, le 13 octobre dernier. Alors un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km à vélo et un marathon, le tout évidemment enchaîné dans la même journée. Donc le principe, c'est un effort solitaire dans lequel on n'a droit à aucune aide extérieure. On a droit à des ravitaillements qui sont prévus par l'organisation. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un effort qui soit individuel, solitaire peut-être pas, mais individuel. On reviendra peut-être sur cette distinction-là. Alors pourquoi Hawaï ? Parce que tout a commencé là-bas, en 1978 exactement, où il y a quelques allumés qui se sont dit, tiens, on va voir qui sont les plus forts, les nageurs, les rouleurs ou les coureurs. Et puis ils ont décidé de faire les 3 courses les plus difficiles qu'il y avait sur l'île et de les rassembler. Et puis c'est très vite devenu, par le fait que ça correspondait certainement à l'époque aussi à cette recherche-là, les championnats du monde officiels. Ce qui rajoute aussi au mythe de cette course, c'est précisément l'endroit. C'est un endroit qui fait rêver, qui est magique, où il y a une énergie, quelque chose qui se passe. Mark Allen, qui est le plus grand triathlète de tous les temps, le dit lui-même, après l'avoir fait 13-14 fois, c'est toujours un endroit très spécial. Donc tout ça a contribué à faire de cette course la course qui est la plus convoitée, pour laquelle on a à peu près 90 000 triathlètes par an qui essayent de se qualifier. Et il y en a 2500 au bout qui ont cette chance-là. Donc voilà, j'ai pu avoir cette qualification cette année à Nice en juin et donc partir en octobre. Il y a des conditions qui sont particulières, une natation qui peut être agitée, un vélo très venté généralement, et puis surtout une chaleur assez insoutenable même quand on est au repos, à 45 degrés, 90% d'humidité. Donc il y a d'abord à lutter contre ces éléments-là et pas tellement contre les autres, et ça aussi on va y revenir, c'est un élément important de cette épreuve, c'est vraiment un combat contre soi-même et moins contre les autres. Donc, je me présente, je suis Jocelyne Poli. J'ai participé moi, au mois d'octobre au Grand Raid de la Réunion. C'est un ultra-trail. On qualifie d'ultra-trail les courses de longue distance et avec du dénivelé de préférence. Donc là, celui-ci faisait 165 km et 10 000 de dénivelé positif et négatif. C'est une course qui a aussi le petit surnom de Diagonale des Fous, du fait qu'auparavant, ça partait de Saint-Joseph, qui est complètement au sud-est de l'île, et ça remontait sur Saint-Denis, donc complètement nord-ouest. Donc cette grande traversée, 165 km, à réaliser bien sûr d'une traite, selon le choix, avec des ravitaillements à peu près tous les 10-15 km et la possibilité donc de s'arrêter plus ou moins. Il est réputé pour être un des ultra-trails les plus difficiles du monde. C'est pas par la distance ou par le dénivelé, puisque ça existe sur tous les continents, ce genre de format. Il y en a même des plus longs. Par contre, sur le même distance à peu près, il a la particularité d'avoir un sol avec beaucoup de marches. C'est très technique. Il y a aussi le climat qui peut influencer. Donc, il est réputé pour être très difficile. Et voilà. Donc moi j'ai participé à celui-là, ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai fini première féminine. Et première féminine, c'est accessoire, c'est surtout peut-être le 15e au scratch. Scratch, c'est le classement général hommes et femmes confondus. Donc voilà, c'était pour moi un très bon moment et une très grande fierté. Mais combien de participants à peu près sur ce trail ? Alors là aussi, il y a beaucoup de fous parce qu'en fait, il faut passer par un tirage au sort normalement pour pouvoir y accéder. Il y a un tiers des demandes qui restent un petit peu sur le carreau et c'est 2200 participants sur cette course. Après, ils en font d'autres. Sur le Grand Raid de la Réunion, ils organisent aussi la moitié de la distance et une course un petit peu plus courte. Mais sur le Grand Raid, c'est à peu près 2200 personnes. Comment en êtes-vous venu à ce genre d'épreuve ? Moi, personnellement, je pense qu'il y a une génétique qui doit être là, une éducation, certainement, très jeune. Moi, j'ai commencé par la natation, un sport qui est quand même
pas très drôle. C'est-à-dire où très tôt, moi, à 9-10 ans, je nageais tous les jours. Donc, ça, déjà, il faut avoir un tempérament à vouloir progresser. Et pas simplement s'amuser, même c'est tout le contraire. Et puis, en fait, je crois que là, j'ai progressivement ressenti une sorte d'insatisfaction ou de frustration avec des efforts qui étaient courts, sur lesquels je me débrouillais convenablement, mais j'avais l'impression que c'était pas tant mes qualités physiques que des aspects tactiques, techniques, qui faisaient que finalement on pouvait gagner sans être le meilleur, ou on pouvait arriver à se jouer un peu des situations sans vraiment donner le meilleur de soi. Donc petit à petit, déjà en natation, je faisais plutôt du long. Puis le triathlon, bon, je vivais à Nice, où a eu un des plus grands triathlons historiquement. Et c'était quelque chose qui me fascinait. Et donc, voilà, j'ai compris aussi que la compétition avec les autres était assez néfaste pour moi, en tout cas. La comparaison avec les autres, on n'a jamais fini de se comparer, finalement, on s'en sort pas trop. Dans ce genre d'épreuve, petit à petit, j'ai compris que c'était pas tant la question de savoir où est-ce que je me situais par rapport aux autres, mais qu'est-ce que j'étais capable de faire. Donc, c'est la différence entre l'hétéronomie, je me compare aux autres, c'est les autres qui m'imposent ma performance, et puis l'autonomie, voilà, je me fiche pas mal de ce que font les autres, c'est moi qui vais faire ma course et on va voir jusqu'où je peux aller. Donc progressivement, j'ai franchi les étapes qui vont de la plus courte distance, où on a déjà du mal, jusqu'à la plus longue, c'est-à-dire l'Ironman. Et en découvrant qu'en fait, les limites, elles sont du coup personnelles, subjectives, et les satisfactions peuvent justement être les mêmes pour n'importe qui. Je pense que le 1500e de la course a une joie aussi profonde que le premier, parce que c'est ses propres capacités qu'il met en jeu, et s'il a joué le jeu jusqu'au bout et qu'il les a vraiment éprouvées, la satisfaction est la même. Donc quand on parlait de haut niveau tout à l'heure, merci pour le compliment, mais je crois que ce qui est important, c'est que n'importe qui, à son niveau, peut éprouver les mêmes émotions. Je suis professeur de philosophie. Enfin, je pense que j'avais le besoin de réfléchir à ce que je faisais, la philosophie me l'apportait, et les sports d'endurance obligent à réfléchir. Enfin, on va pas très loin si on réfléchit pas dans ces sports-là. Et donc, voilà, c'est sur des points comme la connaissance de soi d'abord, grande question philosophique, connais-toi toi-même. Bon, par le sport, et donc par l'activité physique, et pas seulement intellectuelle, peut-être même plus concrètement par l'activité physique, on apprend à se connaître. J'ai souvent l'impression qu'on découvre le meilleur comme le pire quand on vraiment va au bout physiquement de ses capacités. On découvre aussi justement ce que peut le corps. C'est plutôt Spinoza pour ceux qui suivent mes cours. Nul ne sait ce que peut le corps. Et effectivement, on m'aurait dit il y a 20 ans que j'allais faire un Ironman pour faire un chrono et non plus pour le finir. J'y aurais pas cru. Alors, nul ne sait ce que peut le corps. Moi, je suis convaincu, tout à l'heure, M. Manac en parlait, je crois que c'est pas tant des limites physiques qu'on rencontre, mais des limites psychiques. C'est-à-dire, pour moi, les limites du corps, je les connais pas, les miennes, je les connais pas. Par contre, j'ai souvent été arrêté par des limites qui sont psychiques. C'est le cerveau qui dit non, c'est pas le corps. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a d'autant plus enrichissant, c'est que finalement, on apprend à passer certaines barrières psychologiques. Je dis pas que physiquement tout se passe bien, il y a des souffrances et des difficultés, mais c'est vrai que c'est un travail sur soi et sur mental qui est important. Autre point pour moi qui fait que j'en suis venu à ces épreuves et que vraiment j'y trouve une satisfaction, c'est que là je rejoins des idées qui sont peut-être là aussi de Spinoza et de Nietzsche, mais l'existence heureuse, c'est pas la conservation de soi, la gestion de soi, la petite santé tranquille et le silence des organes, comme on dit. C'est au contraire, phrase de Spinoza, c'est accroître sa puissance. C'est chaque jour vouloir être un peu plus que ce qu'on était la veille. Et ça, on peut le faire que si on se confronte à des difficultés. Sinon, on reste dans une petite vie tranquille et qui nous fait pas découvrir grand-chose sur nous-mêmes.
Et c'est de la joie, je dis existence heureuse, au sens où on ressent de la joie, c'est pas de la douleur, on n'est pas masochiste. Et enfin, peut-être aussi, sur ces épreuves-là, j'éprouve une plus grande liberté que sur des épreuves plus courtes. La performance, on la crée, on l'invente à chaque fois, c'est jamais la même. Les limites sont jamais les mêmes, la course n'est jamais la même. Alors, Hawaï, je l'ai fait qu'une fois, mais j'espère bien y retourner. Mais Mark Allen dit que voilà, il l'a fait 13 fois, il a mis 7 fois avant de gagner. 7 échecs avant de réussir 6 fois, mais à chaque fois, la course était différente. Même préparé, il peut se passer plein de choses. Et les satisfactions peuvent venir d'une course où on ne réalise pas son objectif, mais où il s'est passé tellement de choses qu'elle est aussi riche en émotions, en découvertes qu'une épreuve réussie. Même parfois plus, des fois, sur certaines épreuves. Donc voilà, tout ça fait que dans l'expérimentation que je fais du corps, à l'entraînement comme en compétition, voilà, je trouve une satisfaction que j'ai jamais trouvée sur des épreuves plus courtes. Donc moi je suis venue à cette épreuve-là, je vais dire plus basiquement, un peu par hasard et petit à petit. J'ai commencé à courir il y a à peu près 11-12 ans. Avant ça, j'ai eu des enfants et avant ça, je faisais du handball, donc ça n'avait rien à voir. Et donc, après avoir eu des enfants, c'était compliqué de continuer un sport collectif. Donc, j'ai pris des chaussures et puis je suis allée courir. Et puis, j'ai découvert que j'avais quelques capacités. Donc, j'ai été embarquée et j'ai mis un premier dossard. Et ce premier dossard, c'était sur la course sur route et c'était du court. J'ai fait du 10 km. Et puis on m'a parlé, ah, tiens, on peut faire un semi. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est. Et j'ai fait un semi et après j'ai fait un marathon. Et après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré ce que c'était la montagne, le trail. Et j'ai trouvé ça super, j'ai adoré. Donc j'ai commencé par 30 km, pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est Gypaète. Donc voilà. Et puis après, je suis passée à 70, et puis à 130 et à 160. Donc voilà, tout petit à petit. Et donc j'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait procurer, et j'étais curieuse de savoir jusqu'où je pouvais aller. Donc là, je suis allée jusqu'à 170 km. Et je me dis qu'il y a peut-être plus. Ça doit exister, enfin ça existe. Donc c'est la recherche de toujours plus et de voir quelles sont mes limites. Au niveau par contre, moi, c'est les limites au niveau du physique et aussi au niveau du mental, de savoir jusqu'à bien préparer. De toute façon, ça fait mal, on souffre quoi qu'il arrive sur une épreuve comme celle-là. Et le mental prend le relais et je veux voir jusqu'où mon mental pourra me mener. Je me demandais où est le plaisir dans ce genre d'effort. Donc c'est des épreuves qui font très mal, il ne faut pas se leurrer, même entraîné, même préparé. On passe par des souffrances qui sur le moment sont justement très difficiles à supporter. Et cette souffrance, alors, ce qu'il y a aussi qui peut faire douter du plaisir, c'est que du coup on se prépare à souffrir. Et c'est une part importante de la préparation de savoir qu'on va souffrir. Il ne faut pas se mentir. Voilà, faut arriver à avoir envie. Souvent, c'est le dimanche matin. Moi, je pars à 6h30, 7h, le départ un dimanche matin. On n'a pas forcément envie de souffrir. Donc, il faut se préparer à ça. Alors, pour ça, évidemment, il y a deux choses. Le plaisir, on va le trouver justement dans la façon d'anticiper, de préparer. Aussi bien sur le plan physique, donc ça, sur le plan physique, ça passe par un entraînement qui est hebdomadaire, régulier, quotidien. Lycée sur l'année, ça peut faire 12 heures d'entraînement par semaine pour moi. J'ai 3 sports à gérer en plus, donc la spécificité étant justement de les enchaîner. Enfin, essayer par curiosité de courir après avoir fait du vélo, vous allez voir, c'est bizarre, ça fait tout drôle. Et ça, il faut s'y habituer. Donc cet aspect-là, effectivement, est important, mais la préparation mentale est aussi très importante. Et selon moi, c'est à cette seule condition qu'on va prendre du plaisir. Sur mon parcours à moi, il a été très très long sur le plan mental. Peut-être beaucoup plus que pour ma collègue, j'ai l'impression. Parce que j'avais pas un mental, je pense, très très solide au départ. Et
il a fallu que je comprenne, en fait. Il a fallu que je fasse la démarche de comprendre pourquoi je faisais ça. J'ai toujours été dans la compétition depuis tout petit sans l'avoir choisi. Donc, en gros, j'ai été plus ou moins contraint. Mais avant de l'accepter comme quelque chose que je voulais faire, il a fallu que je travaille un peu là-dessus. Et je crois que la clé, c'est ça, c'est comprendre pourquoi on le fait, quelle signification on donne à ces épreuves-là et quelle signification on donne à la course qu'on va faire. Si on ne comprend pas pourquoi on l'a fait, si on n'a pas envie de la faire, ça va être que de la souffrance, aussi bien à l'entraînement que le jour de la course. Donc là aussi, je pense j'ai des phrases comme ça, une autre de Spinoza qui dit que le bonheur, c'est pas la récompense du travail que vous avez fourni. Certains vont peut-être croire que on souffre pendant toute la saison, et puis enfin, quand on fait la course, on est soulagé, c'est fini, on est content. Non, si ça marche comme ça, on ne tiendra pas longtemps. Il faut que le plaisir y soit. Donc Spinoza dit, voilà, le bonheur, c'est pas la récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même. Le plaisir, c'est pas la récompense de la souffrance. C'est, j'allais dire, la souffrance elle-même, ou en tout cas le travail qui permet d'arriver à réaliser ce genre d'objectif. Et du coup, préparation mentale, c'est pas forcément avoir un coach, faire des exercices de sophrologie comme j'ai pu le rencontrer parfois. C'est vraiment se poser la question à soi, c'est voilà, pourquoi j'ai décidé de faire ça cette année. Chaque année, je me fixe une course qui doit me donner envie. Si elle me donne pas envie, j'y arriverai pas. Et donc à ce moment-là, chaque entraînement, et c'est ça qui est très plaisant justement, chaque entraînement est une étape qui vient construire petit à petit l'édifice total qui sera la course. Mais la course, c'est pas une fin en soi. Si on ne prend pas de plaisir dans la préparation, on n'aura pas de plaisir non plus dans la course. Alors, dans la douleur physique, je ne dis pas qu'on éprouve du plaisir véritablement, mais il y a différents types de douleurs. Il y a la douleur de la maladie, celle-là on ne l'admet pas et elle vient de l'extérieur et elle est pénible. Il y a la douleur qu'on arrive un peu à dompter par l'entraînement, et c'est celle qui tous les jours nous anime, c'est celle qui fait ressentir un certain plaisir, parce que quand on fait des séances qui sont parfaitement conformes à ce qu'on a décidé de faire et qu'on rentre exactement dans les clous, c'est très plaisant de sentir son corps qui souffre, qui est en train de faire un effort, mais qui réalise ce pourquoi il le fait. Puis il y a une dernière douleur, ça, c'est celle de la course, selon moi, c'est la douleur qui consiste à faire ce qu'on n'a jamais fait, à rencontrer une limite, alors oui, physique, mais qu'on n'a jamais rencontrée. Et pour moi, la course, elle sert à ça. C'est-à-dire que tout seul, j'arriverai pas à me faire peut-être autant violence que sur une course. Cette douleur-là est inconnue. Le plaisir de la course, c'est que c'est de l'inconnu. Moi, en triathlon, ça n'existe, et ça, mon président sera d'accord. Le triathlon, c'est pas nager, pédaler, courir. Triathlon, c'est enchaîner les trois. Et enchaîner les trois sur un Ironman, ça peut pas se faire à l'entraînement. C'est impossible. Donc on part toujours dans l'inconnu. Et il y a un moment où on rencontre quelque chose qu'on n'a jamais rencontré. Et cette douleur-là, c'est celle qu'on est venu chercher. Donc au moment où on la ressent, si on est content d'être là, on est aussi content de la ressentir. Moi, à Hawaï, voilà, les 3 derniers kilomètres, ça a été vraiment atroce, à la limite de m'écrouler. Donc, mais en même temps, ça faisait aucun doute que voilà, c'était celle qu'il fallait atteindre pour que l'objectif soit rempli et pour que le plaisir soit aussi total. Donc voilà, selon moi, c'est l'analogie avec les études. Je vois mes élèves de prépa qui préparent des concours, qui sont aussi un peu des sportifs de haut niveau. Effectivement, je crois que c'est ça. S'ils comprennent pas pourquoi ils bossent pas, pourquoi ils bossent, ils comprennent très bien pourquoi ils bossent pas. Non, ceux-là, ils travaillent. C'est très difficile, tous les jours, de faire des maths, tous les jours de faire de la philo. La philo, ça va, c'est plaisant, mais les maths... si on ne sait pas quel est le but, c'est-à-dire si on ne l'a pas anticipé, visualisé, programmé, il y a des tas de choses comme ça qu'il faut faire à l'avance. Et on peut avoir du plaisir à travailler tous les jours, sans attendre que ce soit l'objectif lui-même qui nous procure ce plaisir-là. Le plaisir du progrès, le plaisir de l'effort qui a donné un résultat positif. Voilà, c'est toutes ces notions-là qui font le plaisir de nos épreuves. La dernière chose, c'est qu'on fait quand même ça dans un contexte et dans des endroits qui sont ici dans la région magnifiques, et il y a un plaisir d'être au contact de la nature, de voir son corps
rentrer d'une sortie vélo et se dire, tout à l'heure, j'étais là-haut, en haut du Tourmalet, je vois le pic du Midi, je me dis, c'est quand même plaisant de se dire qu'on est capable de faire ça avec 2 bras, 2 jambes. Voilà, c'est ce plaisir d'être dans la nature, d'être avec la nature, pas contre, hein, de pas lutter contre, mais avec. Voilà, de se confronter aux éléments. Tout ça, c'est que du plaisir. Oui, je voulais savoir s'il y avait une recherche de reconnaissance aussi. Alors là, c'est Hegel. Les élèves là, de Terminal L, la dialectique du maître et de l'esclave, n'est-ce pas? On ne peut se construire comme conscience humaine que dans le désir de reconnaissance, évidemment. Ce serait complètement hypocrite de dire que on ne cherche pas aussi la reconnaissance de ceux qui nous entourent, une reconnaissance objective aussi. Enfin, je parlais de sport individuel plutôt que solitaire. C'est ça que je dirais, c'est-à-dire qu'on le fait individuellement, mais on le partage avec des gens qui nous renvoient justement cette reconnaissance-là, et elle est indispensable. Oui. Le désir de reconnaissance. On ne ferait pas la compétition sinon, enfin, à mon sens, à un moment où on a envie que les autres aussi nous reconnaissent dans ce qu'on fait. Vous n'envisagez pas de le faire en solitaire, le même type d'épreuve, mais seul. C'est pas du tout pareil. Ben, on fait la différence à ce moment-là entre l'entraînement et la compétition. À l'entraînement, oui. Mais je ne sais pas si je serais capable de m'infliger les mêmes entraînements si je n'avais pas un objectif de compétition. Et je ne vais pas nier le fait que si Hawaï m'attirait, ce n'est pas simplement pour le côté exotique, mais c'était les championnats du monde. Donc voilà, je voulais voir quelle place je pouvais faire là-bas et faire partie de ce quota-là. J'ai l'impression que, en tout cas pour moi, c'est une succession de plaisir et de souffrance. Donc je ne prends pas de plaisir dans la souffrance, je fais le dos rond quand je souffre pour pouvoir après apprécier davantage les moments où je ne suis pas en souffrance physique. Je n'ai pas de moment de souffrance, en tout cas je ne l'ai pas connu pour l'instant, une souffrance psychologique qui me ferait, ou mentale, qui me ferait me dire que je ne me suis vraiment pas bien et que je veux arrêter. Je me le dis mais je ne le fais pas. Mais voilà, il existe des souffrances pour moi totalement différentes et c'est cette alternance-là qui fait que le bien ou le bon prend le pas le plus souvent sur le moins bon. Et donc je ne retiens à la fin quasiment que ce que ce que j'ai apprécié, que ce soit en course, les rencontres que j'ai pu faire, les paysages que j'ai pu voir, la satisfaction de monter un col, de franchir une montagne ou de faire une longue descente, voilà, tout ce qui va avec l'ultra-trail, tout ça me procure un plaisir qui efface le plus souvent la souffrance physique que je peux ressentir. Et une grosse partie de mon plaisir se trouve dans l'entraînement. Avoir un objectif, pour moi, c'est nécessaire parce que ça me permet de donner un but à mes sorties d'entraînement et de faire quelque chose, de le faire dans une optique particulière. Et ne pas avoir une course en vue, c'est plus difficile pour partir à l'entraînement. Après, on appelle ça une course, moi j'appellerais ça plutôt des défis parce qu'il y en a plein qui l'ont fait, même dans la salle, le Grand Raid. Et donc pour tout le monde, c'est un défi avant d'être une course. Donc, et si je reviens sur la reconnaissance, moi je suis venue au trail et à la course un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, par hasard. Les performances ou les résultats que j'ai obtenus, pas performances, mais résultats en tout cas que j'ai obtenus sont aussi arrivés par hasard. Je ne savais pas que j'en étais capable, donc quand je les ai eus, j'ai géré comme j'ai pu ce qui allait avec. Donc je n'étais pas à la recherche d'une reconnaissance particulière, simplement à la recherche d'un partage avec mon compagnon et en même temps la recherche de nouveaux paysages, de séances d'entraînement qui vont avec. Donc c'était plus ça. Maintenant, c'est vrai que vu que j'ai fait des choses assez, des résultats assez corrects, effectivement, que je suis très satisfaite que ça soit reconnu. Et le lendemain de l'épreuve, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Peut-être pas sur les 2 derniers trails ultra que j'ai fait, mais sur d'autres, je me suis demandé pendant toute la course pourquoi j'étais là et je me disais mais demain, j'en fais plus. Demain, j'arrête. Et en fait, le lendemain, on s'inscrit à une autre. Voilà, on se cherche autre chose à faire, et je pense que c'est pareil un petit peu pour tout le monde. J'ai jamais
franchi la ligne vraiment en me disant plus jamais. Pendant la course, il y a des moments où je peux me poser la question de savoir pourquoi je suis là, mais quand je franchis la ligne, voilà, ça a du sens. À Hawaï, c'était la même chose, on pouvait dire c'est un aboutissement, ça y est. Bon. Il n'y a pas de course plus relevée pour moi. Mais dès que j'ai franchi la ligne, j'avais envie d'y revenir et de recommencer un jour. Donc voilà, le lendemain, dans la tête, on a des images qui sont indescriptibles. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on retient que le bon. C'est des émotions tellement fortes, c'est un peu la catharsis, quoi. Les souffrances sont terribles, les joies sont aussi exacerbées. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a dans la tête le lendemain, avec l'idée que ouais, c'est pour ça qu'on vit et c'est pour ça qu'on va recommencer. Je connais parfaitement ce type d'épreuve. Je partage avec Jocelyne la même passion, puisque moi aussi j'ai fait le grand raid de l'arrivée. Mais je ne parle pas en ce nom-là, moi je veux juste vous provoquer un peu et savoir dans 10 ans, est-ce que vous arrivez à vous projeter? Alors oui, parce que mon compagnon a 10 ans de plus que moi, il le fait, donc je me dis, bon, ça va. Tant que, comme on a 10 ans d'écart, à chaque fois qu'il continue à faire une course, je me dis, mais moi j'en ferai autant. Mais c'est pas le but. Moi, ce que j'apprécierais faire dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, ça sera continuer à courir, parce que moi, ce que j'aime à la base, c'est courir. Donc si je m'entraîne 6 jours sur 7 en ce moment, c'est pas pour préparer quoi que ce soit, c'est parce que c'est devenu un mode de vie, une philosophie de vie. Et voilà, c'est devenu mon quotidien. Si je vais pas courir, de toute façon, je suis insupportable, donc il vaut mieux que j'y aille. Et j'espère que je pourrai dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, continuer au moins à trottiner et surtout à aller en montagne. Et faire d'autres activités peut-être, mais je me vois mal ne plus avoir d'activité physique en rapport avec la course ou avec la montagne. Oui, de la même manière, l'investissement pour ces épreuves-là, il est tel qu'on ne peut pas le faire si d'abord on n'aime pas éprouver son corps tous les jours. Oui, moi 2 jours sans sport aussi, même peut-être moins, je suis insupportable. Je sais pas, il faudrait demander à quelqu'un qui est là. Donc dans 10 ans... c'est la même réponse, je ne vais pas dire que dans 10 ans j'essaierai de faire Hawaï, j'en sais rien, il peut se passer des tas de choses, mais je ne me vois pas dans 10 ans ne plus du tout avoir d'activité physique. Après, je sais pas, j'ai aussi cet esprit de compétition et de défi, et donc oui, je me vois bien dans 10 ans repartir. Là encore, c'est mon corps qui me le permettra ou pas, mais il y a eu avec Hawaï notamment un déclic que je ne pensais pas avoir, c'était que c'était plutôt malheureusement pour certains, ou peut-être pas, ou pour moi des fois, parce que je me dis il faudrait peut-être que je me calme un jour, mais c'était plutôt le commencement de quelque chose. Quand je dis chaque course, elle nous apprend quelque chose, donc dire ça y est, je l'ai faite et il n'y a plus rien à apprendre, sur ces sports-là, ces épreuves-là, ça n'existe pas. Ne serait-ce que revivre les mêmes choses, c'est déjà tellement intéressant que... Voilà, donc je n'ai pas de projection à long terme, mais c'est plutôt l'inverse. Je ne me vois pas ne pas faire ça. Tu as fait la diagonale, donc en 28h54. Est-ce que tu accepterais éventuellement de revoir à la baisse ta performance si durant la course, tu avais un problème physique, de passer, mettons, à 38, 48, voire 58 heures? Ah, c'est parce que j'ai un problème physique, si j'accepte quand même de terminer? Oui. Alors ça s'est produit, je n'ai pas fait que la diagonale, j'avais fait l'UTMB fin août. Et dans la République des Pyrénées, l'article qui avait été fait, c'était tous les cadors ont explosé comme des pop-corn. Et moi, je les voyais pas, c'est vrai que je les voyais exploser. J'ai même doublé le grand américain, Jim Walmsley, et qui arrêtait. Et moi, je me suis dit, ben non, moi j'ai payé mon dossard. Déjà, j'ai dû faire des pieds et des mains pour avoir un dossard. Je l'ai payé, je ne vais pas m'arrêter parce que j'ai quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, je lève le pied, je fais comme je peux, mais je vais jusqu'au bout. Et la diagonale, c'est pareil, c'est par respect, non pas par rapport aux autres ou à l'organisation, mais par rapport à moi-même. Moi, si j'ai décidé d'y aller, je vais faire en sorte d'y aller. Et on en avait parlé, j'ai abandonné une fois dans ma vie. Ça m'a fait tellement souffrir au niveau physique et mental que je me suis dit que jamais je le referai. Donc je préfère mettre plus de temps, mais aller jusqu'au bout. Moi, si je me vois continuer à faire de la compétition,
c'est pas tellement par rapport aux autres, mais c'est que la compétition donne l'occasion de relever un défi. Je pense que pour Jocelyne qui va se lancer dans... Non, faut pas le dire. Enfin bon, quand on fait 165 km de course à pied, c'est difficile de le faire tout seul. L'organisation de la course nous permet de réaliser ce défi-là. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, le faire en 2 ou 3 heures de plus, je ne crois pas. Progressivement, on l'acceptera parce que ce sera toujours éprouver les limites. C'est pour ça que je préférais éprouver que dépasser. Parce que les limites, on ne les dépasse pas, on les éprouve à chaque fois. Et on peut les éprouver en faisant 15 heures sur un Ironman ou en faisant 8 heures. Hein. Voilà. Et pour la même personne, je veux dire. Peut-être que j'aurai autant de satisfaction. J'ai eu des courses où je finis dans des temps qui ne me satisfont pas, mais sur le long, j'ai jamais eu de déception à partir du moment où on franchit la ligne. Quel rôle jouent vos proches dans votre passion? Voilà, ils la partagent, oui, ils la partagent. Ils la subissent un petit peu aussi parfois, je pense. Voilà, je pense à mes enfants, ce sont des heures d'entraînement. Quand tu approches un ultra, c'est 2 séances montagne par semaine, donc 5-6 heures. Après, ils sont très contents parce que comme je rentre à 14 heures, c'est souvent le McDo, donc ils sont trop contents. Mais voilà, ils partagent, ils subissent un petit peu, mais ils la partagent, ils sont là sur les courses. Et mon compagnon, c'est un peu grâce à lui que j'ai fait ça, donc c'est plus que du partage. On partage. Je m'entraîne énormément toute seule, mais excepté pour les sorties montagne que je fais avec lui et que je peux faire qu'avec lui. Ils le subissent et c'est d'autant plus important que ce soit des personnes qui arrivent à l'accepter, à le comprendre. J'espère qu'on le partage. Nous, on a le sentiment de le partager. Après, je crois oui, il y a quand même des émotions qui sont communicables. Enfin, je pense qu'à Hawaï, c'était visible. Mais au jour le jour, pour répondre à quel rôle il joue, parce que là, on est en train de parler de nous, il joue un rôle primordial, essentiel. Tout seul, je pourrais pas gérer tout ça. Donc ils sont évidemment très importants. Leur soutien Bien sûr, oui, bien sûr. C'est plus qu'un soutien, hein, c'est une présence permanente dans tous les domaines. Qui facilite la vie, qui me permet de le faire. Voilà. Moi, bon, ma femme ne court pas avec moi, mais m'attend, prépare ce qu'il faut pour que je puisse récupérer et faire tout ce que j'ai à faire. Hein, c'est tout ce qu'on ne voit pas, ce travail de l'ombre, mais qui fait que la performance est au bout aussi. Qu'est-ce que ces épreuves ont changé dans votre conception de la vie? Je suis béarnaise à la base, je suis têtue, j'étais têtue et je le suis encore plus, je crois. Donc ça m'a forgé un caractère. J'étais déjà bien trempée, mais ça me l'a encore plus forgé. Ça m'a aussi amenée à être très exigeante. Donc je suis exigeante envers moi-même et je suis aussi exigeante envers les autres. Mais pas exigeante dans la performance pure, mais plus je suis exigeante pour que mon entourage, mes enfants, mes élèves aillent au maximum de leurs possibilités. C'est ça mon exigence, c'est pas battre un record, c'est pas me tourner le 500 mètres en un temps record, c'est simplement essayer d'exploiter au mieux les capacités qu'ils ont à la base. Et voilà, pour ne rien regretter, pour aussi avoir une force de caractère qui est transférable après, c'est pas que dans le sport, mais se donner à fond. Donc voilà, cette exigence que j'ai envers moi-même, je l'ai aussi envers les autres, mais vraiment sur ses possibilités, être à fond, être motivé. Et voilà, c'est ce que j'essaye en tout cas c'est ce que j'en ai retiré, donc c'est ce que j'essaye de retrouver après avec mes enfants en tout cas et avec mes élèves. Parce qu'on voit la compétition, on voit le jour de la course, mais il y a tout ce qui se passe avant, tout l'entraînement que ça demande. Et c'est me dire qu'on n'a rien sans rien. Et par le trail, je me le dis pour le quotidien, pas uniquement dans ma pratique sportive, mais pour tout le reste. Voilà, il faut bosser pour y arriver, quoi. Et oui, la valeur d'exigence, elle est étroitement liée au sport qu'on pratique. Moi, la différence, c'est que je dis parfois que j'ai commencé le sport avant d'être vraiment conscient. Donc, je crois que c'est moins que ça m'a changé, mais ça m'a construit.
Quand t'as, voilà, en CM2, 6e, on est tout petit, hein, mais quand on nage le matin à 5 heures, qu'on y retourne le soir, tous les jours, je pense qu'on apprend beaucoup de choses sur, encore une fois, l'exigence. Voilà, on n'a rien sans rien. Aussi positivement, le travail paye, il n'y a que ça qui paye. Donc la rigueur, je crois que moi je dis pour mes élèves, l'efficacité dans le travail. Je ne sais pas si j'avais un talent, j'ai réussi des études relativement, oui, j'ai bien réussi dans les études, mais je ne sais pas si c'est... j'ai du mal à faire la part des choses entre les qualités et la rigueur, l'efficacité, la concentration, la discipline, l'honnêteté, la lucidité sur est-ce que j'ai vraiment fourni ce que je pouvais fournir ou est-ce que je suis pas en train de tricher. Donc moi je me suis construit comme ça avec une exigence très très forte qu'on m'a imposée d'abord, que je me suis imposée ensuite, peut-être trop. Je suis trop exigeant parfois avec moi-même, un peu avec les autres aussi. On se retrouve sur ces points-là. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, en même temps, c'est ce qui nous permet, par cette exigence-là, de trouver des satisfactions qui sont d'une autre ampleur que si jamais on se confronte à ces limites-là. Voilà, on se sent vivant hein, en faisant ce genre de choses. Et dans tous les domaines, voilà. Les étudiants qui préparent des concours, je crois que c'est le même état d'esprit. Ils seront satisfaits que s'ils ont fourni le travail, que s'ils réussissent le concours pour lequel ils se sont préparés, celui qu'ils ont envisagé. Et je trouve que le sport donne très concrètement et très rapidement une image de ce que c'est que la vie en général. C'est-à-dire que, voilà, il y a des choses qui dépendent de nous, et il faut savoir les exploiter. Il y en a d'autres qui ne dépendent pas de nous, ça il faut les supporter, un peu comme les stoïciens. Voilà, supporter, abstiens-toi, si ça dépend pas de moi. Nous là, hein, dans le sport, s'il y a du vent, s'il pleut, s'il fait trop chaud, et qu'on n'aime pas ça, faut pas le faire. Donc ça dépend pas de moi. Par contre, voilà, je sais ce qui dépend de moi, je sais ce que je suis capable de faire. Et encore une fois, dans tous les domaines, dans les études. Et c'est pas une question de se comparer aux autres, encore une fois, c'est ça qui est très important. Chacun, à son niveau, doit avoir l'honnêteté de reconnaître s'il a fourni les efforts nécessaires. Et de pas chercher... comme souvent on est tenté de le faire, la responsabilité chez les autres. Voilà, on n'a pas réussi parce que les autres, ou parce que ceci, parce que cela. Ça commence par soi. Et ça, moi, le sport m'a construit comme ça, hein, depuis le début. Vous évoquiez le McDo tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre régime alimentaire et de nutrition? Juste pour le McDo, je crois sur le premier ou deuxième Ironman d'Hawaï dans les années 80, il y a un athlète, je crois, qui a gagné et à tous les ravitaux, il prenait un Big Mac. Hein. Ça ne doit pas être si mauvais que ça. En fait. C'est faisable. Alors moi, non, niveau alimentation, j'ai pas de régime particulier. Je mange ce que j'aime. Après, peut-être que ce que j'aime, c'est ce qu'il faut, mais en tout cas, je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et je mange beaucoup de laitage, ça c'est moins bien. Beaucoup de fromage. Et il y a des étudiants, je ne sais pas si je dois le dire, mais le petit verre de vin qui va avec le fromage, parfois je ne dis pas non. Donc je n'ai pas vraiment de régime alimentaire particulier. Après, je fais un petit peu attention à certains aliments que j'évite juste avant les courses. Je pense au café ou à ce genre de choses que je ne prends plus. Mais ça, c'est pour un confort pendant la course et ça n'a rien à voir avec un régime particulier. Et après, et pendant les courses, c'est très compliqué parce que je ne suis pas une très grosse mangeuse. Et pareil je ne bois pas beaucoup non plus, donc il faut que je me raisonne, ou qu'on me raisonne. Et j'essaie de m'alimenter assez correctement pendant la course. Oui, moi non plus, j'ai pas du tout d'interdit alimentaire. Alors après, je pense que j'ai une alimentation saine, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Moi, je suis marié avec quelqu'un qui cuisine très bien. Et la gastronomie espagnole est quand même très très bonne. Et je pense qu'elle est très saine aussi. Donc, et les vins espagnols sont bons aussi. Enfin bref, voilà. Et mes enfants aiment le McDo et le Burger King, donc je mange de tout. Je crois que j'ai un estomac assez solide, ça passe. Et puis il y a aussi,
certes, je fais du sport à un certain niveau, intensément, mais je me sens vraiment comme un amateur et du coup, voilà, l'exigence de l'entraînement, la dureté, la journée qui peut être parfois bien remplie, je ne me vois pas en plus m'imposer un sacrifice sur ce plan-là. Alors chacun les trouve où il veut, mais de toute façon, je crois que si on parle de sacrifice, on est sur la mauvaise voie. Si c'est la privation qui fait la performance, ça ne marchera pas. Donc voilà, j'ai pas d'interdit. Après en course, évidemment qu'on ne peut pas manger n'importe quoi. Bon, la veille aussi, on fait attention pour la digestion. Et en course, on a ces produits qui ne sont pas bons du tout, mais qu'on est obligé d'ingurgiter pour que le corps tienne jusqu'à la fin. Mais ils font parfois des produits qui peuvent être aussi agréables à manger, ça existe. Une question concernant le dopage, s'il vous plaît. Que pensez-vous, quelle est votre opinion sur les gens qui seraient suspendus durant une année, mettons, et qui reviennent l'année suivante aussi forts que... Et malheureusement, c'est beaucoup de gens qui sont comme nous, ce ne sont pas des professionnels, quoi, hein. Ce sont des amateurs. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Alors, je n'ai pas de référence par rapport à ce genre de choses. Je ne sais pas trop. Si, je sais ce que je pense sur le dopage, mais pouvoir me prononcer sur des gens qui auraient été suspendus et qui reviendraient. Je parle même plus de dopage, on peut aussi parler simplement de conduite dopante, avec plein de produits qui sont pris, qui ne sont pas forcément sur les listes interdites, mais rien que le fait d'avoir l'envie, quel que soit le niveau, de prendre quelque chose pour devenir plus performant ou pour mieux récupérer, ça me pose problème, effectivement. Sur le Grand Raid de la Réunion, ils avaient fait un petit sondage, un sondage qui menait surtout à une information pour expliquer aux gens que même courir avec des sous-anti-inflammatoires, c'était même s'ils n'étaient pas sur les listes de produits interdits, c'était une conduite dopante et ça pouvait poser un problème au niveau de leur santé. Et je trouvais que c'était une bonne façon d'amener le sujet et de faire de la prévention. Et puis je trouve aussi que les contrôles ne sont pas assez fréquents et que les sanctions, effectivement, parfois ne sont pas assez sévères. Alors il y a deux choses. Je peux parler du dopage, je peux dire ce que je pense des dopés. Ça m'intéresse. Je conçois aussi que voilà, c'est quelque chose avec quoi on doit vivre dans le sport de haut niveau, en quelque sorte, même si ça me dérange. Par contre, ça ne me touche pas plus que ça, je veux dire dans ma pratique, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, si vous avez bien compris, moi mon but c'est de savoir ce que je suis capable de faire. Donc prendre un produit, ça va à l'encontre de ma pratique, et c'est là où je pense que la compréhension des raisons pour lesquelles on veut faire une performance, on veut atteindre un objectif, c'est le seul moyen qu'on aura. C'est pour là, je pense que la question de l'éducation dans le sport, que ce soit des éducateurs, c'est la seule clé, parce que si on arrive à faire comprendre aux gamins que ce qui importe, c'est de savoir ce qu'il est capable, lui, de faire avec ses propres moyens. Embrun, ils avaient fait à peu près le même sondage sur le triathlon d'Embrun. Ils avaient enquêté sur les pharmacies, les hausses de vente de produits qui sont autorisés, mais qui sont quand même c'était extraordinaire, tout ce qu'ils avaient trouvé. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, avant de partir, prennent des choses alors, qui ne sont pas interdites, mais ça veut dire que déjà dans l'état d'esprit, ils sont dans une dynamique qui est autre, qui est quand même gênante. Et pour la triche, c'est pareil, hein. L'éthique dans le sport, l'éthique dans les études. Si on veut savoir ce qu'on vaut et ce qu'on est capable de faire en maths ou ailleurs, c'est pareil. À un moment, il faut se dire, mais quel sens ça a de tricher avec soi-même, parce qu'on triche qu'avec soi-même, hein. On se ment à soi-même, c'est pas... Juste une petite, pas observation, mais une petite réflexion. Parce que là, on parle du sport de haut niveau et c'est super, vous avez montré beaucoup de choses positives. Mais hier, il se trouve que j'étais dans un colloque, un petit séminaire sur les adolescents et l'activité physique. Et j'ai appris, je le savais déjà, mais enfin, ça a été confirmé par des études, que 72% des garçons de 11 à 17 ans et 82% des filles sont sédentaires. Donc ne respectent pas le quota de l'OMS qui est de 60 minutes d'activité par jour.
Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Alors déjà, je ne me sens pas du tout une sportive de haut niveau, je préfère le dire. Je pense que voilà, mes performances sont arrivées un petit peu comme ça, donc je ne me considère pas du tout comme une coureuse de haut niveau. Moi, ma réflexion, elle est plutôt du côté du prof de PS, où c'est vrai, effectivement, j'ai en face de moi des élèves qui ont une motricité qui est de plus en plus difficile. Ils n'ont pas le goût de l'effort et ils n'ont pas l'envie de se faire mal non plus. Ça, c'est très très compliqué. Ils restent dans leur petite zone de confort, ils font ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire, mais ils n'essayent pas d'aller plus loin. Du coup, j'utilise un petit peu ce que je fais en dehors pour leur montrer qu'on peut et qu'on doit aussi, qu'on se doit, par respect pour son corps, qu'on se doit de le mobiliser un petit peu. J'ai fait faire à des élèves de seconde un 3000 mètres et la demoiselle qui a osé me dire ah, mais ça se voit que c'est pas vous qui courez. Je pense que je lui ai dit un petit peu, je lui ai un petit peu raconté gentiment. Elle ne me l'a pas redit. Mais elle a couru son 3000 mètres. Voilà. Après, avec ses possibilités, chacun le fait avec ses possibilités. Moi, j'ai travaillé 17 ans au collège, ça fait que 2 ans que je suis en lycée. Donc avant ça, c'est vrai que c'était encore sur 4e, 3e, c'est difficile de les bouger. Seconde, première aussi. Et puis mon argument maintenant, c'est que je leur dis, vous verrez, vous y viendrez. Et le jour où vous irez vous acheter une paire de chaussures et faire un footing parce que vous avez eu des enfants, que votre corps il vous plaît peut-être un petit peu moins, ou que vous voulez, voilà, tous les arguments bateaux qu'on peut avoir, le jour où vous achèterez des baskets et que vous irez courir même 30 minutes ou marcher ou prendre l'air en montagne, peut-être que vous penserez à moi, quoi. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un recul de l'activité sportive physique des élèves et je le déplore. Oui, le constat il est là, après, oui. Est-ce que c'est dû au fait qu'on est dans des sociétés où finalement on peut totalement se passer d'efforts? Pourquoi se l'imposer de manière générale? Enfin, tout est à portée de main, et portée de téléphone. Enfin, philosophiquement, moi, c'est une question qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est le dualisme cartésien qui a fait ça, l'âme et le corps, et du coup, on favorise l'intellect par rapport au corps, mais voilà, c'est par le corps qu'on connaît, qu'on apprend le monde, qu'on perçoit les choses, donc on comprend les choses aussi. Et c'est pas, et la remarque, moi j'y tiens aussi, c'est pas le sport de haut niveau. En EPS, on fait pas de la performance. Simplement, on découvre qu'on a un corps et qu'on vit avec, et que c'est lui qui va nous porter jusqu'à la fin. Donc c'est ça, moi aussi j'ai eu des élèves qui me disaient ouais mais on n'est pas tous performants, on n'est pas tous forts comme vous, ou capables de nager comme vous, de courir, etc. C'est pas une question de performance. Une question simplement de découvrir une dimension physique qui, alors là, le constat il est là, les raisons je ne les connais pas, qui est que voilà, il est plus sollicité. Certainement nombreux ici à pratiquer la montagne, à faire des activités d'endurance, et quand on se met un peu dans ces zones rouges, effectivement, il y a il y a par moments des influences négatives qui arrivent, hein. Le cerveau qui nous dit t'as mal, ralentis, on sent le cœur qui s'emballe, il y a plein d'affects négatifs comme ça, et on arrive petit à petit à les rechasser, à les chasser. Mais est-ce que vous avez développé vous, des techniques particulières pour vous remobiliser et repartir sur du positif quand ces ondes un peu négatives arrivent, parce que je suppose qu'elles arrivent à un moment donné avec la fatigue, avec la douleur, avec... Moi, je ne l'ai pas travaillé, je n'ai pas, voilà, j'ai pas de technique particulière. Quand le mental est un peu sur du moins bien, j'essaye de repenser à ce pourquoi je suis là. Donc c'était souvent pour passer la ligne d'arrivée. Donc je repense à ça et je me dis que ça chasse les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Je me suis raccrochée sur mes dernières courses aussi au classement et à la performance parce que c'était là et que ça joue quand même énormément sur le mental. Donc de se dire que les autres flanchent, faiblissent, et donc moi ça me faisait à l'inverse, c'était un peu les vases communicants, que c'était moi qui allait mieux. Donc je me raccroche à ça. Et puis une grosse part de
du mental, moi, me vient de ma famille, en fait, c'est de mes proches. Je pense à mes enfants parce que j'ai pas l'intention et je ne conçois pas de pouvoir abandonner et me dire que je leur laisse un exemple d'un échec. Donc je pense à eux et ça m'aide énormément. Donc tous ceux qui, pas que mes enfants, mais tous mes proches et tous ceux qui me soutiennent. Et souvent, j'ai aussi des petits déclics sonores. J'ai mon téléphone parce que c'est obligatoire dans le sac entrailles. Et quand il sonne, c'est que c'est quelqu'un qui pense à moi et me donne un petit peu de son énergie, donc ça me porte. Pour ma part, je n'ai pas non plus de suivi mental. On en a un dans le team auquel j'appartiens, qui est un préparateur mental, avec qui j'ai discuté, c'est très intéressant. Comme je te disais la dernière fois, je crois que je suis arrivé à peu près aux mêmes techniques, avec certainement beaucoup plus de temps. Ça aurait pu être plus rapide, mais je crois qu'il faut le sentir. Alors c'est ça, c'est des techniques de visualisation. Moi, quand je parlais tout à l'heure de la préparation à l'entraînement, c'est aussi là que je m'invente des images, je me vois dans des situations qui me font plaisir et que je vais réutiliser le jour de la course. Pas mal d'entraînements que je fais dans le coin, où je me voyais à Hawaï, l'environnement n'était pas le même, mais voilà, on se construit ces images-là. Et aussi, j'ai compris par l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a des courses dans lesquelles j'ai cru à certains moments, nous c'est sur le marathon que le cerveau commence à nous dire bon ça suffit les bêtises, on arrête. Mais à ce moment-là, j'ai vu sur certaines courses que au semi du marathon, je me disais je peux plus avancer, je pourrais pas. Et les 10 derniers kilomètres, je les cours plus vite que les premiers. Et quand on a vécu ça une fois, le corps, l'esprit se souvient aussi. Et du coup, on se dit, voilà, souviens-toi, sur cette course-là, tu étais dans le même état, tu connais, donc ça passera. Les premières fois, on se dit, non, ça passera pas, c'est pas possible. Et en fait, on a des ressources qui sont... Et là, on s'aperçoit que c'est le cerveau qui nous a joué des tours, parce que c'est pas normal que je reparte à 15 à l'heure à la fin d'un Ironman, si vraiment je suis dans le dur. C'est pas... Donc c'est qu'il y a un moment, mon cerveau m'a... Donc on apprend ce que disait ce coach mental, il faut tromper son cerveau. Tromper son cerveau, c'est le tromper avec des images positives. Il y a des nageurs qui chantent, qui comptent, qui essayent de distraire. En fait, la douleur, elle peut avoir des significations différentes. Soit on l'interprète différemment. Quand Jornet, je crois, dit, oui, ce que tu disais à propos de la douleur, c'est qu'une illusion. C'est pas que c'est une illusion, on a mal, effectivement, mais c'est quel sens on lui donne. Et il y a des moments dans la course où on est un peu lâche, et on voit le pire de nous-mêmes comme le meilleur, mais il y a des moments où on dit là, ça veut dire que tu peux plus. En fait, c'est nous qui décidons que cette douleur-là veut dire arrête-toi. Et donc, on travaille là-dessus. On passe par des phases qui sont... On peut souffrir physiquement et être dans l'euphorie mentale aussi. Donc voilà, à force, c'est cette technique, cette confiance qu'on a acquise. Alors, il faut aussi se faire mal à l'entraînement, c'est ça qui va faire qu'en course, on acceptera plus facilement la douleur. À l'entraînement, être dans des conditions aussi de... Moi, je me mets un peu volontairement dans des conditions qui sont pas extrêmes, mais en tout cas qui me font penser que le jour de la course, je serai dans un confort total. Je pars sur des sorties sans eau, sans ravitaillement, où j'essaye de me mettre un peu à l'épreuve en me disant tu auras un ravito tous les 2,5 km, donc ça sera facile. Et c'est un ensemble. Après, pendant la course, c'est ces techniques-là, de visualisation. Alors, quand on voit quelqu'un au bord de la route, c'est aussi, ça fait du bien. Hein. Il y a des gens qui nous encouragent. Mais il y a des moments où on se sent seul et c'est là qu'il faut penser aux gens qui sont là, pas de les voir. Je redis, en fait, quand on avait discuté, moi, ces deux phrases, c'est tout le temps dans ma tête quand... Sur mes ultras, c'est Jornet qui avait dit, Kylian Jornet qui avait dit la douleur n'existe pas, c'est une vision de l'esprit. Voilà. Et la deuxième, c'est un copain qui a fait plein de fois le GRP et qui un jour m'avait dit il vaut mieux un âne qui avance qu'un cheval à l'arrêt. Donc je me dis bon, donc j'avance. Voilà. Mais ça c'est ah non, c'est pas, en plus non, il est de Lannemezan. C'est pas un Bernet. Bien, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.